Artisans, porteurs de projets, apprentis, les chambres de métiers et de l'artisanat vous accompagnent. La CMA, artisan de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission de Sud Radio dédiée au savoir-faire français et à l'innovation. Et aujourd'hui, on vous présente deux entreprises françaises innovantes, justement. Tout d'abord, Wadi, une start-up d'Aix-en-Provence qui a conçu un système permettant de recycler les eaux grises des douches, des lavabos. Ce dispositif offre jusqu'à 40% d'économie d'eau en les réutilisant pour les chasses d'eau, le lave-linge ou l'arrosage. Et ensuite, nous irons dans le Gard, où Futura Gaia développe des fermes verticales en environnement contrôlé sur sol vivant. Cette technologie optimise la culture de plantes destinées au secteur cosmétique, pharmaceutique, nutraceutique et de la parfumerie tout en respectant l'environnement. Ça sera en deuxième partie d'émission. Mais tout de suite, direction Aix-en-Provence. Sud Radio C'est ça la France. Et au micro de Sud Radio, Damien Oursel, fondateur de Wadi. Bonjour Damien. Bonjour. Il était temps d'arrêter de gaspiller inutilement une ressource aussi rare et vitale que l'eau potable. C'est quand même incroyable de se dire que c'est de l'eau potable qu'on utilise pour nos toilettes. Oui, c'est incroyable que en fait on ait vécu aussi longtemps sans se poser la question de savoir de quelle qualité d'eau on avait besoin pour quel usage. Et effectivement, on se rend compte que dès qu'on commence à réfléchir à ça, on pourrait diminuer de 40% la consommation d'eau de l'habitation. Et ça représente à l'échelle de la France quasiment 10% de réduction de la consommation d'eau potable. Surtout qu'on ne cesse de nous rappeler à quel point l'eau est précieuse, qu'elle couvre que 71% de la surface terrestre et pourtant il n'y a que, je crois, de 1% d'eau douce qui est accessible pour la consommation humaine. Enfin, on comprend à quel point elle est rare et précieuse et pourtant, effectivement, on l'utilise pour nettoyer, faire des choses qui n'ont pas du tout besoin d'eau potable. D'où cette envie pour vous de repenser tout ça. Qu'est-ce qui a été le déclic chez vous? Le déclic pour moi, en fait, c'est la prise de conscience que même en France, alors qu'on pensait qu'on était à l'abri de ces pénuries et des sécheresses, même en France, pendant les étés 2022-2023, il y a eu des coupures d'eau au robinet pour des villages. Moi, je vois chez moi, dans le village dans lequel j'habite, c'est un village qui veut dire eau en provençal. Les fontaines, toutes les sources naturelles, elles étaient coupées. Et en fait, on se rend compte que l'habitat, il n'est possible que là où il y a de l'eau. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et donc, partant de ce déclic-là, je me suis dit qu'il fallait absolument que partir sur une aventure entrepreneuriale cherche à résoudre ce problème et à faire en sorte que l'habitat soit résilient par rapport aux pénuries d'eau qui vont aller que augmentant malheureusement. Quels sont tous ces types d'eau usée domestique qui sont considérés comme eau grise et que vous traitez avec votre entreprise Wadi? Alors, aujourd'hui, dans une maison, on rejette plusieurs types d'eau. Donc, il y a les eaux noires qui sont les eaux vannes, et ensuite il y a les eaux grises. Les eaux grises, elles sont de différentes qualités. Ce qui sort des machines à laver, le linge ou la vaisselle, c'est des eaux qui sont difficiles à traiter. Elles sont pleines de particules, il y a de la pollution chimique, etc. Les eaux de cuisine, elles sont très grasses, elles sont difficiles à traiter. Par contre, les eaux des salles de bain, si vous pensez à l'eau que vous faites couler de votre douche en attendant que l'eau chauffe, ça, c'est des eaux qui sont hyper faciles à retraiter pour les rendre propres à une consommation, on va dire, non humaine, c'est-à-dire les chasses d'eau, l'arrosage ou le lave-linge, par exemple. Oui, et c'est un dispositif qui va s'intégrer facilement dans une habitation existante en termes d'installation, d'entretien. Comment ça se passe concrètement? Donc ça s'installe dans pas mal de configurations possibles. Il suffit juste qu'on ait accès aux évacuations des eaux des salles de bain. Donc à partir du moment où il y a une cave, un vide sanitaire, ou parfois il y a des évacuations qui sont accessibles depuis le garage, c'est assez facile à mettre en place. Concrètement, on se branche sur les évacuations des eaux grises des salles de bain. Ensuite, on récupère ces eaux-là, on les pressurise pour les traiter. À l'issue de ce traitement, en fait, on les a rendues, elles sont parfaitement désinfectées et parfaitement claires. Et ensuite, après, on les stocke avant de les renvoyer dans les chasses d'eau ou l'arrosage en fonction de la demande. Mais du coup, elles sont stockées de quelle façon? Elles sont stockées dans une cuve. Dans une cuve qui doit être installée sous la maison ou dans le terrain. Et ensuite, il faut repenser le conduit pour pouvoir les utiliser pour les toilettes, notamment.
Donc typiquement, par exemple, pour les toilettes, nous, on vient se brancher sur le tuyau qui, de toute façon, allait déjà aux toilettes. Alors, Oui. parfois, il y a une méconception sur les eaux grises qu'il faut un double réseau. En fait, il n'y a pas besoin d'un double réseau. Il y a besoin que les toilettes soient alimentées de façon distincte, ce qui est quand même déjà très souvent le cas. Et Oui. nous, on vient se brancher au tout début de ce tuyau-là. Donc en termes de coût, ça reste tout à fait raisonnable. Alors, l'enjeu, c'est que l'eau aujourd'hui, c'est pas très cher. Et donc, si on veut une solution qui se déploie, il faut une solution qui soit financièrement raisonnable. Et donc, nous, tout le travail qu'on a fait, c'était de faire en sorte que le retour sur investissement pour installer notre solution, il soit inférieur à 10 ans, ce qui est le cas dans 90% des cas. Quels ont été les défis techniques, sanitaires les plus compliqués, justement, quand vous avez mis au point votre système qui est breveté ? Alors, le traitement de l'eau, c'est très connu et largement maîtrisé partout. Il y a des villes ailleurs dans le monde, quand ils ont des vraies pénuries d'eau, ils arrivent à recycler intégralement toutes les eaux, même les eaux noires. La difficulté qu'on a eue et à laquelle on a été confronté, c'était de faire en sorte que toutes ces technologies-là qui existent, on arrive à les adapter d'un point de vue économique, d'un point de vue espace, etc., qu'on arrive à les rendre possible à l'échelle d'une maison individuelle. Et donc faire en sorte de tout miniaturiser et industrialiser de telle façon à ce que ce soit rentable, c'était ça la plus grosse difficulté. Il a fallu combien d'années justement de développement pour mettre ce système au point ? Ça s'est fait en 2 temps. Mon associée Mathilde, elle travaille sur le sujet des eaux grises depuis une dizaine d'années, sachant que son père travaillait sur le sujet depuis une demi-douzaine d'années. Et ensuite, après, on s'est mis pendant 2 ans. Donc, je dirais que, c'est un cumul d'une grosse quinzaine d'années d'expérience qui permettent de faire en sorte qu'on ait un système qui soit conforme au nouveau décret et qui permet du coup de réduire la consommation d'eau de 40%. Alors, vous parlez de nouveaux décrets. Il y a des réglementations en vigueur en France concernant la réutilisation des eaux grises ? Oui, et justement, suite aux 2 grosses sécheresses qu'il y a eu en 2022 et 2023, le gouvernement a dit qu'il fallait qu'on passe de 0% de réutilisation à 10% et à libérer des usages dans l'habitat, l'industrie et l'agriculture. Pour l'habitat, en fait, avant, dans la maison, on avait le droit d'utiliser que de l'eau potable, quels que soient les usages. Depuis septembre 2024 seulement, on a le droit il y a un nouveau type d'eau qui est défini par la réglementation qui fait qu'on a le droit de réutiliser les eaux de pluie, les eaux de forage et les eaux grises pour chasse d'eau, arrosage et entretien extérieur et lave-linge. Donc aujourd'hui, votre travail principal, c'est, j'imagine, il y a un travail de pédagogie là encore auprès des consommateurs pour qu'ils prennent conscience que c'est tout à fait possible d'intégrer ces nouvelles demandes sans que ce soit trop compliqué, quoi. Il y a des solutions qui existent. Oui, aujourd'hui, notre gros travail, c'est un travail d'évangélisation. On se rend compte que quand on discute avec les gens que, en fait, il y a plein de gens qui, moralement, sont choqués tous les jours d'évacuer leurs besoins avec de l'eau potable. Mais ils sont pas forcément au courant que c'est possible de faire différemment et que c'est possible de le faire dans un cadre qui ne change absolument rien au confort et qui coûte pas des dizaines de milliers d'euros. Wadi a été créé il y a combien d'années ? Nous, on a 1 an. Il y a 1 an, vous êtes une entreprise toute récente. Alors, quel bilan vous faites au bout d'1 an d'évangélisation ? Notre constat, c'est que l'eau, en particulier dans l'habitat, c'est vraiment le parent pauvre de la transition écologique. On n'arrive pas forcément à très bien comprendre pourquoi, mais quand on parle d'habitat écologique, de résilience de l'habitat face à la transition, face au réchauffement climatique, on parle tout le temps d'énergie. Ça, c'est hyper encadré, subventionné, c'est encouragé. Et on ne tient pas compte de l'eau. L'eau, ça n'existe pas dans la vision d'un bâtiment écologique pour l'instant. Et vraiment, on comprend pas cette absurdité parce que si on regarde bien les villages fantômes en France, quand c'est pas pour des questions de désastre ou d'économie, en fait, c'est juste parce qu'il y avait plus d'eau dans le village. Ouais. On pourrait équiper toutes nos campagnes de maisons passives qui produiront de l'électricité. S'il y a plus d'eau, il y a plus de maisons. Ouais. Et du coup, c'est quoi le prochain grand défi pour Wadi ? C'est continuer justement à convaincre, c'est se développer peut-être aussi à l'international. Vous en êtes où ?
Nous, il faut qu'on se déploie en France. Donc, on se déploie en France et on avance en installant des wadis dans des maisons, dans des campings, l'hôtellerie de plein air, etc. À moyen terme, la première ambition, c'est vraiment de montrer l'impact que ça peut avoir un wadi quand on commence à les généraliser. Les économies que l'on peut faire, voilà, au niveau d'un foyer, hein, d'une maison. Alors, au niveau d'un foyer, on en est sûr. Et maintenant, ce qu'on veut prouver, c'est de prouver l'utilité du déploiement de systèmes comme ça à l'échelle d'un bassin versant ou d'une commune qui a des contraintes, pour qu'ensuite, après, ça puisse intégrer les plans d'urbanisme ou les plans de subventionnement pour accompagner justement ces agglomérations dans la gestion de la ressource en eau. Aujourd'hui, il faut avoir en tête qu'il y a des communes qui savent pas comment elles vont faire dans 10 ou dans 20 ans si elles n'ont pas déjà des problèmes. Ouais. Eh ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer un petit peu tout ça. Et on l'a bien compris, hein, juste 1 an. Et pourtant, vous l'avez dit, hein, quand on pense à la problématique de l'eau, on sait à quel point elle est importante. Et j'avoue que j'étais assez épatée de me dire qu'effectivement, comment on a fait pour vivre aussi longtemps avec de l'eau potable qu'on utilise comme ça et qu'on gâche, en fait, tout simplement. Merci pour votre temps. Et puis, voilà, je reprends notre point. Nous, maintenant, ce qu'on veut, c'est vous permettre de donner une deuxième vie à votre eau, parce qu'on l'a trop rarement fait jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Damien, d'avoir pris le temps de nous exposer tout ça. Et longue vie à Wadi. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Allez, il est temps de se quitter un court instant, puis on se retrouve juste après avec une autre entreprise qui, elle aussi, est autour de cette problématique de l'eau, mais cette fois-ci pour l'agriculture verticale. À tout de suite. Artisans, porteurs de projets, apprentis, les chambres de métiers de l'artisanat vous accompagnent. La CMA, artisan de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France pour mettre en avant justement ces entrepreneurs qui innovent dans leur secteur. Direction maintenant le Gard, on va vous faire découvrir Futura Gaia, une start-up française de l'agritech qui a conçu un système de production verticale basé sur la géoponie rotative. C'est parti. Sud Radio C'est ça la France. Bonjour Pascal Thomas. Oui, bonjour. Merci d'être au micro de Sud Radio. Alors, on évoquera avec vous la géoponie rotative. Vous allez nous expliquer ce que c'est et justement ce concept-là. Parce que quand on voit les photos de vos fermes verticales, je dois le dire à nos auditeurs, c'est quand même très spectaculaire. Alors, c'est vrai qu'on a un peu cette remarque-là. Les gens, quand ils viennent nous visiter, on a eu beaucoup de visites samedi dernier à l'occasion des journées portes ouvertes de l'industrie. Et justement, c'est vrai que c'est très grand, c'est assez impressionnant. Et ce que vous ne voyez pas sur les photos, c'est que c'est très odorant. Là, quand on a une salle de basilic, là, c'est très puissant en termes d'odeur. Pour les auditeurs, expliquez à quoi ça ressemble justement ce qu'on voit, parce que c'est assez spectaculaire et c'est pas commun. Alors, la première chose, c'est qu'on est parti dans un principe qu'on va faire pousser du végétal à l'intérieur de bâtiments. Donc, on va recycler des bâtiments industriels, ou dans notre cas actuellement, on était dans un bâtiment qui servait à produire du polystyrène pour McDonald's il y a bien longtemps. Et donc, on a équipé ce bâtiment avec des grandes roues. Alors, ça ressemble à des cylindres d'1,60 m de diamètre qui sont posés les uns sur les autres sur 3 hauteurs. Donc, ça va jusqu'à 7 mètres de haut. Et dans chaque cylindre, on va retrouver à l'intérieur des plantes qui vont pouvoir pousser autour d'une lumière centrale. Mais on peut tout faire pousser de cette façon-là, de façon verticale ? Alors non, il y a un certain nombre de choses qui vont être des limites. Typiquement, des arbres fruitiers qui ont besoin de racines, qui vont rester très longtemps, on ne va pas pouvoir le faire. On ne peut pas faire de vignes, on ne peut pas faire ce genre de choses. Quand on a besoin du terroir, c'est pas possible, quoi. Puis les arbres, c'est plus compliqué. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que justement, on va recréer des terroirs. Mais non, c'est quand on a besoin d'avoir des plantes multi-annuelles qui vont avoir des racines qui vont s'étendre sur des mètres et des mètres en sous-sol. Et là, on va rester et il faut qu'on reste à l'extérieur. Il n'y a pas de solution universelle, vous savez. On cherche toujours à avoir la solution qui répond à toutes les questions. C'est excessivement rare, voire jamais. Donc nous, on va vraiment s'intéresser à des plantes qui ont des cycles plus courts, qui ont besoin d'avoir moins d'espace en souterrain. Par contre, on utilise de la terre, ce qui fait qu'on est capable de recréer des terroirs. D'accord. Un terroir, c'est un sol avec une certaine consistance, c'est avec une certaine acidité, des nutriments présents, des champignons ou des bactéries. Et on est capable de recréer des terroirs pour pouvoir justement s'adapter à ce que la plante à l'extérieur a l'habitude d'avoir.
Mais alors du coup, comment on la nourrit cette plante? Comment ça se passe? Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va recréer un terroir. Alors, je vais parler d'une plante qui est assez connue, qui s'appelle l'arnica. Oui. L'arnica, on a à peu près tout le monde utilisé des pommades à base d'arnica. Ça s'appelle de l'arnica montana. C'est une fleur qui pousse en moyenne montagne et qui a besoin d'un sol très particulier. Elle a besoin d'avoir un sol relativement pauvre, qui va être relativement acide. Et puis, on va nous réinjecter tout un tas d'éléments nutritifs qu'on va pouvoir laisser tomber avec quelques gouttes que l'on va mettre dans les racines des plantes. Et on va nourrir la plante comme ça, par l'arrière. Quand le cylindre va tourner, il va présenter l'arrière des racines des plantes. On va pouvoir lui laisser tomber quelques gouttes de liquide nutritif qui aura été préparé parce qu'on veut nourrir une plante donnée. Donc l'avantage, parmi les avantages, c'est cette meilleure gestion de l'eau et apporter au goutte à goutte les nutriments essentiels à la plante pour qu'elle se développe bien? Absolument, on est dans de l'ultra-précision à la fois sur la quantité d'eau, la qualité de l'eau. Ouais. Comme on met très peu d'eau, on va pouvoir filtrer cette eau, on va pouvoir éliminer tout ce qui va être dérangeant dans l'eau. Vous savez, vous avez, même sur des eaux potables, pour rendre potable, on met du chlore, même si c'est très faible en quantité. On va éliminer tout ça et on va rajouter, avec un microdosage, des quelques gouttes d'engrais qui correspondent aux engrais dont la plante a besoin. Et donc, on va pouvoir réduire d'à peu près 20 fois la quantité d'eau nécessaire pour faire pousser une plante. On est vraiment très loin des méthodes agricoles traditionnelles. Alors, oui et non, c'est parce qu'on va respecter complètement les cycles de la plante, à la fois en jour, en nuit. Donc, le travail agronomique que l'on fait au départ, ce sont des ingénieurs agronomes qui viennent du monde classique. Simplement, on va adapter la procédure culturale pour faire, on est plus précis parce qu'on peut se le permettre. On va avoir la possibilité de jouer sur la bonne température. Donc c'est vrai qu'on contrôle beaucoup plus de choses, mais fondamentalement, on continue à faire de l'agronomie. Mais alors, comment vous faites pour recréer les conditions climatiques idéales? Alors, recréer ces conditions climatiques, ça va être d'une part de comprendre quels sont les cycles de lumière. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 12 heures de jour et 12 heures de nuit? Oui, donc c'est les lampes en fait que vous utilisez. Voilà, donc il faut voir le soleil. Alors je suis désolé, je vais casser un mythe, mais le soleil, c'est un ensemble de longueurs d'onde. C'est de la physique. Donc à partir du moment où vous êtes capable de reproduire les longueurs d'onde de la lumière solaire, vous pourrez redonner ce que la plante va rechercher. Simplement, dans la nature, elle va plus le subir. Elle va avoir du soleil, mais peut-être en surabondance à un certain moment de sa vie. Donc, on va pouvoir, nous, adapter la quantité de lumière nécessaire en fonction de la taille de la plante, par exemple. On est capable de faire plusieurs jours et plusieurs nuits dans une même journée. Mais la lumière du soleil, elle est gratuite. Là, il y a une consommation. Alors, la lumière du soleil est totalement gratuite. Moi qui suis fils d'agriculteur, parmi les choses gratuites, vous avez aussi la grêle, le gel. Oui. Qui sont aussi des éléments totalement gratuits. C'est vrai. Du tout. Alors, voilà. Donc, c'est vrai que la lumière du soleil est gratuite. Simplement, c'est éminemment variable. Vous pouvez avoir des périodes où il y en a pas. Vous ne le maîtrisez pas. Donc, c'est vrai que pour un agriculteur, c'est un élément excessivement compliqué que de regarder ce qui est en train de se passer à l'extérieur. Il n'a aucune maîtrise de ça. Par contre, on va mettre 20 fois moins d'eau. Donc, c'est vrai qu'on va compenser le fait d'avoir de l'énergie à mettre pour allumer et pour pouvoir remplacer le soleil. Par contre, on n'a pas besoin d'eau. Et donc, dans des périodes où des endroits où l'eau est extrêmement compliquée à obtenir, on va avoir un gain extrêmement important. Donc, c'est un ensemble. Il n'y a pas de miracle. Mais vraiment, c'est notre capacité à pouvoir adapter. Après, on peut produire de l'énergie. Donc, nous, on travaille énormément sur tout ce qui est système de production d'énergie, par exemple avec du photovoltaïque, d'avoir des batteries pour faire du stockage. Donc ça, ce sont des éléments pour essayer de minimiser l'impact que l'on a sur la partie énergétique. Mais le point fort, on l'a compris, c'est la maîtrise, quoi. C'est-à-dire que vraiment essayer d'éviter d'avoir ces aléas auxquels sont confrontés les agriculteurs. Vous l'avez dit, la grêle, le gel, voilà, les gelées tardives. Là, il y a une maîtrise totale de A à Z. Et surtout, on va essayer de mettre la plante dans les meilleures conditions pour qu'elle fasse ce que l'on attend d'elle. Qu'elle ne soit pas stressée, qu'elle soit effectivement... Ne pas la stresser, ça serait une erreur. Justement, si vous mettez le Club Méditerranée pour les plantes, excusez-moi de... J'aime bien votre façon de vulgariser les choses, du coup on comprend très bien. En fait, une plante, elle a besoin d'avoir des conditions qui vont la mettre dans des conditions soit de stress, mais surtout de stimulation. Je pense que le mot est plus adapté en disant qu'elle doit être stimulée.
Avoir manqué d'eau à un moment, c'est probablement ça va lui permettre de déclencher en mécanisme de décence un certain nombre de molécules. Donc, la mettre dans des conditions trop parfaites, c'est pas forcément ça. Donc, on va essayer, nous, de recréer des conditions qui fassent que sa génétique soit au plus intéressant par rapport à un objectif. Ça peut être d'avoir des plantes qui se conservent beaucoup plus. Nous, aujourd'hui, on a fait des tests sur de la salade, on pouvait les garder entre 4 et 5 semaines au frigo. Ouais. Mais ça peut être pour d'autres molécules. Vous avez besoin d'avoir des molécules que l'on utilise en pharmacie. Pour générer cette molécule, probablement qu'il faudra mettre des moments où vous allez mettre un peu moins d'eau. Donc ça va être une stimulation parce que la plante se dit j'ai moins d'eau, donc elle va chercher à se défendre et elle va faire la molécule qui nous intéresse. Mais alors, c'est beaucoup plus fin que ça. Oui. Et vous travaillez avec quoi? Des coopératives agricoles, des industries... Alors, j'ai cru lire industrie pharmaceutique et cosmétique. Vos clients, c'est justement... c'est assez large, hein, en termes de... Alors, c'est extrêmement large, parce que nous, notre métier, c'est de faire du végétal, et donc d'être capable de pouvoir avoir un catalogue de plantes le plus large possible. On a fait un peu plus de 2000 expérimentations en 6 ans. Et donc derrière, ça va être d'adapter ça et d'adapter ces expérimentations à un client donné. Alors on peut travailler avec des grands de la cosmétique. On a fait des annonces avec Shiseido par exemple, qui est une marque de cosmétiques extrêmement célèbre dans le monde, avec qui on va travailler sur différentes plantes qui vont permettre à Shiseido d'avoir des préparations à base de plantes naturelles, sans aucun pesticide, parce que ça c'est un autre élément. À l'extérieur, c'est très difficile de lutter si vous ne mettez pas de produits phytosanitaires. Nous, comme on est à l'intérieur, on se protège de ça, donc on met zéro élément chimique, ce qui fait qu'on a des plantes qui vont générer des molécules extrêmement intéressantes pour des industriels cosmétiques ou pharma. Oui, c'est-à-dire que vous pouvez personnaliser en fonction effectivement des demandes des uns et des autres, en fonction de ce que va rechercher la pharmacie, les industries pharmaceutiques, la cosmétique, ou bien une toute simple coopérative agricole, quoi. Ah, tout à fait. Alors, par exemple, si je reviens sur le cas de l'arnica, l'arnica, c'est une plante qui n'est pas cultivée. Il n'y a pas d'agriculteur aujourd'hui qui produit de l'arnica montana. C'est une plante qui est ramassée dans la nature. Avec le changement climatique, cette plante est en train de disparaître, en tout cas d'avoir de gros problèmes dans les montagnes, en particulier dans les Vosges. Ça fait 2 ou 3 ans que la cueillette est interdite. Et donc, pour protéger l'écosystème, pouvoir la produire dans nos systèmes, ça nous permet de protéger la biodiversité à l'extérieur. Comment vous voyez l'évolution de l'agriculture verticale dans les prochaines années ? Écoutez, je pense que s'il va y avoir des choix à faire pour le monde agricole, de toute façon, avec le changement climatique, il y a des plantes qui vont pouvoir continuer à pousser parce que les conditions continuent à être suffisamment intéressantes ou en tout cas correspondent à ce que la plante a besoin d'avoir. Et puis, il y a tout un tas de productions qui, si on veut les conserver, il va falloir les faire de façon différente. Et là, on sera un acteur pour pouvoir faire ça. Un élément qu'on a cherché à faire depuis le tout début, c'est d'avoir la capacité à produire des grands volumes. Si on nous demande des tonnes, des dizaines de tonnes, des centaines de tonnes, nos systèmes sont conçus pour pouvoir répondre à ça. Et donc, être un complément. Donc, nous, on voit vraiment la complémentarité avec les autres modes de culture, que ce soit les serres, le monde extérieur va avoir besoin de continuer. On en a besoin. Et donc, nous, on va être le complément qui permettra d'aller faire des choses plus compliquées ou des plantes qui viennent de très loin. Donc, on va essayer surtout de travailler en complémentarité avec eux. Écoutez, c'est passionnant de voir un peu tout ce que l'agriculture verticale peut apporter. Et finalement, elle est très complémentaire de l'agriculture traditionnelle. Elle est totalement complémentaire. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et elle va apporter son lot de côtés très positifs. Et puis, avec... des éléments, on travaille toute l'année typiquement, donc vous n'avez pas de problème de saisonnalité pour la main-d'œuvre, qui devient une étape suivie. On va bientôt rentrer dans les phases de récolte pour les agriculteurs. Quand vous arrivez dans ce moment-là, trouver de la main-d'œuvre saisonnière est bien compliqué. Voilà, avec nous, on travaille toute l'année. Merci encore, Pascal Thomas, pour cet éclairage. Merci. Je rappelle que vous êtes le président, le CEO de Futura Gaia. Merci d'avoir pris le temps de nous présenter cette entreprise, j'ai presque envie de dire futuriste, finalement, dans le secteur de l'agriculture. Et le futur, c'est maintenant, vous avez raison. Voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, belle journée à vous. Au revoir. Belle journée, au revoir. Il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter. C'est parti. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Qui s'est rendu pour nous au Salon mondial du tourisme organisé récemment à Paris. Il nous a déniché quelques idées de destinations en France pour les vacances.
Et oui Nathalie, j'arpente pour vous les allées du Salon du Tourisme. Et en cette année de commémoration des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a un stand qui est incontournable. C'est celui du ministère des Armées qui propose de se plonger dans l'histoire à travers le tourisme de mémoire. On écoute Alexandra qui nous en dit plus sur le rôle du ministère dans la valorisation du patrimoine historique et mémoriel français. Alors le ministère des Armées est présent depuis 2013 au Salon mondial du tourisme sous la thématique tourisme de mémoire. Donc c'est l'occasion pour nous de présenter le patrimoine mémoriel et historique du ministère des Armées, puisqu'il faut savoir que le ministère est le deuxième acteur culturel de l'État après le ministère de la Culture. Quel type de site chapeaute le ministère des Armées ? Alors le ministère des Armées entretient un important patrimoine mémoriel qui peut être des nécropoles nationales, des cimetières militaires français à l'étranger, des carrés militaires dans les cimetières communaux et aussi ce qu'on appelle les 10 hauts lieux de la mémoire nationale. Ces sites se visitent, bien sûr. Donnez-nous envie un petit peu de découvrir, c'est peut-être une manière de découvrir la France aussi à travers ces lieux de mémoire. Quelques sites par exemple. Alors il y a beaucoup de sites que je pourrais évoquer. Donc ce sont des sites qui sont en lien avec les conflits contemporains. Donc quand on parle de conflits contemporains, on parle de la guerre de 1870 jusqu'à nos jours. Donc par exemple, si je parle de la guerre de 1870, vous avez un site important dans l'est de la France, à Gravelotte. Vous avez à la fois la nécropole franco-allemande de Gravelotte et juste en face, vous avez le musée de la guerre de 1870 et de l'annexion qui raconte toute cette histoire. Pour la Première Guerre mondiale, vous avez bien sûr la nécropole de Douaumont du côté de Verdun. Vous avez aussi à Notre-Dame-de-Lorette dans les Hauts-de-France la plus grande nécropole nationale avec plus de 40 000 soldats qui sont inhumés dans cette nécropole. Pour la Seconde Guerre mondiale, vous avez un certain nombre de sites. En Île-de-France, il y a le mémorial du Mont Valérien. Vous avez aussi le mémorial des martyrs de la déportation qui se situe derrière Notre-Dame de Paris sur l'île de la Cité. En région, il y a aussi l'ancien camp de concentration du Struthof en Alsace qui est situé à 1 heure de Strasbourg. Dans le sud, nous avons à Lyon la prison de Montluc où a été interné Jean Moulin. Et plus au sud encore, dans le Var, vous avez deux sites mémoriels. Le mémorial du débarquement de Provence à Toulon, sur les hauteurs du Mont Faron. Et puis le mémorial des guerres en Indochine à Fréjus, voilà, pour vous en citer quelques-uns. Quel est le profil des visiteurs ? J'imagine qu'il y a beaucoup de scolaires, beaucoup de familles. Oui, et effectivement, le visitorat scolaire est une part importante de la fréquentation. Il faut savoir que les lieux de mémoire du ministère des Armées sont fréquentés par plus de 1 million de visiteurs chaque année. Donc ce sont à la fois du grand public, des visiteurs étrangers, des familles, des visiteurs qui sont passionnés d'histoire. Voilà, on a une typologie de visiteurs qui est assez variée. C'est varié, voilà. Donc une manière de découvrir la France, son histoire, à travers ces lieux de mémoire, ces sites mémoriels. Merci beaucoup Alexandra. Je vous en prie, avec plaisir. Toujours ici, porte de Versailles, au Salon du Tourisme. Et je passe devant le stand du Puy-de-Dôme. Et je suis avec Romane. Pourquoi êtes-vous là, Romane ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors moi, du coup, je travaille pour le Panoramique des Dômes. C'est le train crémaillère qui permet de monter au sommet du Puy-de-Dôme. Et on est là, en fait, en force pour promouvoir la destination Puy-de-Dôme. Et du coup, voilà, on est là pour inciter les visiteurs à découvrir la France et venir chez nous. Parlez-moi de ce petit train. Et alors ce train, donc il se prend au pied du Puy-de-Dôme. C'est un train à crémaillère électrique qui est accessible à tous et qui est écologique et qui permet en 15 minutes de monter au sommet du Puy-de-Dôme. Donc c'est le symbole de notre département, il porte le même nom. On le reconnaît de loin généralement grâce à son antenne quand on passe pour descendre dans le sud de la France. Mais voilà, il faut s'y arrêter. Et en fait, la particularité de ce train, c'est qu'il monte en serpentin autour du Puy-de-Dôme. Et vous avez cette vue à 360 degrés sur toute la chaîne des Puys qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2018. Je demande souvent à mes interlocuteurs de partager des pépites, des trésors cachés. Alors dites-nous par exemple une pépite. Une pépite, ce que je peux vous dire, c'est qu'au sommet du Puy-de-Dôme, il y a les ruines du temple de Mercure. On s'y attend pas comme ça, mais c'est assez insolite. C'est un célèbre temple gallo-romain qui a été restauré partiellement il y a 1 ou 2 ans. Et voilà, vous avez la possibilité de le visiter. Donc il y a plein de richesses sur notre territoire. Tout un programme. Écoutez, merci beaucoup Romane. On viendra visiter le Puy-de-Dôme cet été. Merci beaucoup. Merci à vous. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Merci Thibaut, merci à vous chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien. Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Avec le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie.